Au niveau de la pathologie bénigne du sein, il y a plusieurs types. Il y a la maladie fibrocytique du sein, c'est-à-dire c'est pris sous forme de kyste avec un aspect fibreux. Il y a des kystes mammaires. Les kystes mammaires, c'est des formations avec du liquide à l'intérieur. Il y a ce qu'on appelle aussi les fibroadénomes ou adénofibromes qui sont très, très fréquents. C'est en général qu'on opère des masses qui ont un aspect blanc nacré, qui sont bien réguliers au niveau des contours et de la surface. En général, ils sont indolores, mais ça peut être douloureux. Ils sont localisés au niveau, soit à plusieurs endroits dans le sein, soit au niveau d'un sein ou dans les deux seins. C'est beaucoup observé au niveau des jeunes filles. On peut quand même les voir en âge avancé, 55 ans, 60 ans. Mais lorsque personne a une masse chez une personne de 55 à 60 ans, ça va vraiment interpeller. On pense rarement à un tumeur bénigne du sein. Il y a aussi les mastites. La mastite, c'est une inflammation du sein qui peut être soit infectieuse, soit avoir une autre origine. Il y a aussi les abcès du sein, qui est beaucoup plus observé chez les femmes qui allaitent. Lorsqu'une femme allaite, souvent il y a une difficulté d'écoulement du lait au niveau de canaux, alors qu'il y a une stase du lait au niveau du sein. Donc, c'est comme un caniveau où il ne coule pas, ça reste et puis ça se reflète on se crée l'abcès du sein. Lorsque l'abcès du sein est mal géré au tout début, on peut aller quand même à l'amputation, à l'ablation du sein. Il y a ce qu'on appelle aussi les ectasies canalaires, ça c'est une inflammation au niveau des canaux, les tuyaux par lesquels le lait passe en général. Il y a ce qu'on appelle les papillomes canalaires et les galatocèles. Les galatocèles sont vraiment vus rarement dans notre pratique, mais ils existent vraiment. Au niveau du sein, on peut donner la définition du cancer du sein. C'est quoi le cancer du sein? Le cancer du sein, c'est une multiplication anarchique des cellules qui ne répond plus aux règles de l'homéostasie. On va prendre terre à terre. C'est un enfant qui doit grandir. À 15 ans, l'enfant ne doit plus grandir. C'est un exemple. Il ne doit pas grandir. Et l'enfant grandit, il grandit de façon normale. Et à 15 ans, au lieu de s'arrêter, l'enfant échappe au contrôle de l'organisme. Quand même l'organisme sécrète les substances ou bien met des signaux pour ne pas qu'il n'a pas grandi, l'enfant échappe au contrôle de l'organisme, n'arrive pas à le contrôler et continue de grandir. Et grandit de façon anarchique, il ne coûte plus. Il continue de grandir au point même qu'il va se développer à un certain niveau, il va commencer à faire des enfants, à mettre des racines ailleurs. Et c'est un peu les caractéristiques du cancer. Il va se propager, atteindre le foie, le poumon, les os, le cerveau, ou bien les ovaires chez l'enfant. Voici un peu le schéma qui est ici sur votre diapo. Il y a les cellules normales, les cellules deviennent anormales, après les cellules se reproduisent rapidement et grandissent. Lorsqu'il grandit aussi, il a besoin de nutriments. Donc, il va créer de nouveaux vaisseaux pour attirer la nourriture, l'oxygène vers lui, pour se développer. Et après, on dit, se développe pour former un cancer. C'est quoi le métastases? Le métastases, c'est ce que je viens d'expliquer là. L'enfant grandit, à un moment donné, il devient autonome, il crée des vaisseaux à partir de l'organisme, il se nourrit, il se développe et il fait des enfants. Les enfants, c'est les cellules-là qui sont issues de la cellule initiale qui vont s'aimer à distance dans les autres organes, soit au niveau du poumon, comme il a dit, le foie, le cerveau, la surrénale, un peu partout dans l'organe. Même au niveau de l'œil, il n'y a pas de docteur. A pu voir ça dans nos services aujourd'hui. On a vu une dame qui a un cancer du sein qui a donné une métastase au niveau de l'œil, au niveau de la paupière. Ça, c'est un peu. Les métastases sont l'apanage du cancer. Il y a, en dehors du cancer, il n'y a pas autre maladie qui peut donner des métastases. Il n'y en a pas. Et comme on l'a dit, les métastases sont la première cause de décès par cancer. Malheureusement, dans nos contextes ici, lorsque le patient consultant, il consulte à un stade tardif où généralement les métastases sont installées, soit un stade où le cancer est avancé localement, où elle n'est plus accessible à la chirurgie techniquement, ou bien un stade où il y a des métastases. À ce stade, on ne parle plus de guérison. Au fil du temps, le cancer se propage et évolue à plusieurs stades. En général, c'est le stade 1, le stade 2, le stade 3, le stade 4. Donc, nos patients, en général, cependant,
il y a à l'hôpital SAD 3 et SAD 4. Le stade correspond au stade de métastase. Le stade vraiment de métastase où la guérison n'est pas plus possible. En ce moment, on adopte un traitement palliatif dont l'objectif est d'améliorer la qualité de vie de la patiente. Le traitement peut être spécifique ou bien non spécifique. Quand non spécifique, c'est l'antidouleur, s'il a besoin de sang, on lui met du sang. S'il faut une approche psychologique, on associe un psychologue qui va intervenir pour jouer son rôle. Et puis après aussi, il y a les médicaments anticancéreux qu'il faut donner aux patients. Mais à ce stade aussi, il peut arriver qu'on opère la patiente parce qu'on peut avoir une maladie qui a été de saigner. Ça saigne au point que le projet vital est mis en jeu. En ce moment, on n'aura pas le projet de maladie à distance, mais on jette d'abord l'urgence avant de faire face aux métastases. Alors, on va prendre un exemple. Prendre une dame, Mme Aka, qui a 55 ans, qui se présente à l'hôpital pour un écoulement mamellonnaire gauche. Comme je l'ai dit, l'écoulement peut être spontané ou bien provoqué. L'aspect peut être jaunâtre, peut être sureux, peut être roussâtre ou bien peut être hémorragique. Donc, cette dame, bon, elle est venue, on l'a interrogée, on a demandé l'évolution de la maladie, ça a commencé quand, quels sont les autres signes associés, avec elle n'a pas pu mentionner, mettre en évidence d'autres signes. Donc, il n'avait que l'écoulement mamellonnaire gauche. Quand on les a amenés, on a cherché s'il n'y avait pas de masse dans le sein, s'il n'y avait pas de ganglion, de gouttes dans les selles, s'il n'y avait pas de signes en faveur de la tête pulmonaire, s'il n'y a pas de signes en faveur de la tête du foie, s'il n'y a pas de signes en faveur de la tête des os, des ovaires, tous ces éléments-là, on les recherche aussi. On les recherche aussi, en plus de ça, on recherche une évocation de la peau qui est en regard de la masse, si éventuellement il y a une masse. Après ces différents examens, il va falloir identifier le nom exact de la maladie. Et lorsque la maladie, il n'y a pas de plaie au niveau du sein, on fait ce qu'on appelle la microbiopsie, qui est généralement pratiquée par les radiologues entraînés. Ils vont prendre l'échographie, ils vont repérer la masse, et puis ils vont faire un prélèvement avec une aiguille. Dans le prélèvement, le produit prélèvement sera acheminé au laboratoire pour une analyse qu'on appelle histologique. C'est-à-dire, on va déterminer le nom de la maladie et la capacité d'agressivité de la maladie, et puis aussi le comportement de la maladie en fait, parce que dans le cancer, il y a plusieurs types de maladies. C'est un peu comme les humains. Il y a des groupes qui sont agressifs, des groupes qui sont moins agressifs aussi, et puis les groupes qui sont enfin, moyennement agressifs. C'est un peu le cas. Donc, on traite en fonction de ces paramètres-là. Donc, la maladie arrive, il n'y a pas de nodule. On fait une mammographie pour avoir une idée un peu de la maladie, la taille, et puis le caractère malin ou pas. On fait un prélèvement. En général, comme prélèvement, le type qui est plus souvent observé dans notre contexte s'appelle un carcinome invasif. Ça, mais il y a d'autres types observés. Mais chez ça particulièrement, on a trouvé un carcinome. Une fois le nom trouvé, on va procéder à chercher les enfants. Les enfants, les métastases. On fait un scanner thoracique au niveau des poumons et la plèvre, un scanner abdominal au niveau du foie et puis pelvien. Pelvien chez les femmes pour rechercher une atteinte des ovaires parce que le cancer peut évoluer au niveau des ovaires. Donc, ces éléments-là permettent de classer la patiente. Chez nous, en cancérologie, il faut toujours classer avant de procéder au traitement du patient. Et le traitement sera décidé en réunion de concertation multidisciplinaire. Avec chez nous, une seule personne ne traite pas les patients, on se réunit ensemble avec les oncologues, les radiologues, les pathologistes, souvent les psychologues. On fait une réunion et d'identifier le traitement qui est approprié pour le cas de la patiente en fonction du nom de la maladie, en fonction de sa évolution, en fonction du caractère de la maladie. Vous voyez ici, il y a manqué les facteurs isochronologiques, l'âge, le type physiologique, le statut, un peu pour voir si le ganglion, si la maladie est sensible aux hormones ou pas. Tous ces éléments nous permettent d'être à l'aise dans le choix du traitement. On va faire ici une idée, bon, ça c'est le diagnostic. On fait l'échographie, on fait la mammographie, et puis l'IRM, l'IRM, dans notre contexte ici, on fait l'IRM pour voir si on peut conserver le sein de la patiente, parce que si on fait l'IRM
et que se trouve qu'il y a plusieurs masses qui sont disséminées dans différents cadrans, on ne peut pas conserver le sein. Mais en fonction de la taille, le volume du sein, si la dame a un volume important, c'est-à-dire un bonnet C comme ça, que la masse est regroupée à un seul endroit, on peut juste aller opérer, enlever la zone là, et faire enlever les gluons dans les selles, en laboratoire, et puis après, on peut faire une radiothérapie. Lorsqu'on conserve le sein, il faut toujours faire une radiothérapie, ça se pose. Alors, parlant de tumeurs bénignes, de tumeurs cancéreuses du sein, le plus souvent le traitement, il est médical ou chirurgical. C'est une chirurgie peut être assurée par les gynécologues ou bien par les généralistes. Souvent, même, on ne paie pas. Lorsqu'on a sélectionné que cette tumeur bénigne, elle va constituer cette personne jeune, de 15 à 20 ans. Si ça ne gêne pas la personne, il n'y a pas de douleur, lorsque ça ne gênera même pas, on peut surveiller. Ou bien, par contre, si c'est gênant, on peut procéder à la chirurgie, on enlève la masse du laboratoire pour analyser encore, pour confirmer encore le caractère bénin de la maladie. Dans le contexte ici, en général, par expérience, il y a toujours conseillé aux parents de procéder à l'ablation de ce module de sein chez les filles qui sont encore à l'école au secondaire, parce que lorsqu'il y a une jeune fille qui touche le sein, pendant les études maintenant, elle pense que c'est un cancer, alors ça la déconcentre au niveau des études et plus souvent, ça cause des échecs scolaires. Donc souvent, il conseille aux parents de faire enlever ça de bout du sein de leurs enfants quand c'est vraiment gênant pour la jeune fille. Concernant le traitement du cancer, j'ai dit que le traitement relève d'une approche multidisciplinaire, avec ces personnes qui traitent le cancer. Il faut les radiologues, les pathologies, les chirurgiens, les radiothérapeutes, les oncologues, les généticiens, la médecine nucléaire, les psychologues, les infirmiers, pour pouvoir prendre des décisions. Moi, en général, toutes ces personnes sont présentes en réunion, mais on a quand même l'avis des radiologues, des pathologistes, des chirurgiens et des radiothérapeutes pour prendre des décisions. On a dit le traitement est en fonction du nom de la maladie, du type de la maladie, des facteurs pronostiques. Alors, pour le traitement du cancer du sein, il faut retenir deux grands groupes. Il y a les traitements locaux. Locaux, qui vont consister à assurer le contrôle du cours original de la maladie, soit c'est la chirurgie et puis la radiothérapie. La chirurgie, elle peut être conservatrice, c'est-à-dire qu'on va enlever le sein, on va enlever soit la masse ou bien une partie du sein en apportant les zones saines, ou bien on enlève tout le sein. Mais lorsqu'on fait une chirurgie conservatrice, la radiothérapie externe s'impose pour encore assurer un contrôle du cours original. Apparemment aussi, lorsqu'on fait la chirurgie radicale aussi, on peut être amené à faire la radiothérapie en fonction des facteurs pronostiques pour contrôler la maladie, le cours original, pour éviter les récidives sur le plan local. Ça, c'est les moyens locaux qui sont la chirurgie radiothérapie. Il y a aussi les moyens généraux dans l'objectif de lutter contre les micro-métastases et les métastases à distance. Il faut empêcher, réduire le risque que la maladie s'étende dans les poumons, dans le foie, dans les os et puis ailleurs. Quels sont ces moyens? C'est la chimiothérapie, c'est l'hormonothérapie, c'est la thérapie ciblée. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'immunothérapie, qui est vraiment un principe qui doit amener l'organisme lui-même à lutter contre la maladie cancéreuse. Pour que ces médicaments aussi ne sont pas des produits d'effet désirable, on peut avoir des effets désirables, mais l'expression d'effet désirable est vraiment relative. C'est ce qu'on appelle chez nous la susceptibilité individuelle. C'est-à-dire que M. A et M. B ont la même maladie. C'est parce que M. A a pris le médicament X, qu'il a fait la diarrhée, que M. B aura la diarrhée en prenant le médicament X. C'est ce qu'on appelle l'organisme qui agit différemment. Alors, parlant de la chimiothérapie, comme on a dit, les médicaments, l'usage des médicaments cytotoxiques pas détruire celui cancéreux pour empêcher la multiplication. Que le choix des médicaments est adapté à chaque situation. Effectivement, c'est en fonction du type d'organe, le nom de la maladie et le stade de la maladie. On va faire la chimiothérapie aussi, on prend des dispositions pour voir si physiquement la malade, le patient est apte à recevoir la chimiothérapie, selon pas de ce qu'on met ça, ou bien si les organes nous permettent, la fonction du foie, la fonction du rein, nous permettent de recevoir les médicaments. La chimiothérapie, elle peut être ajouter tout seul, ou bien pour la chimiothérapie, tout seul, avec c'est juste drogue qu'on utilise, c'est une molécule.
Mais pour la chimiothérapie, c'est l'association de plusieurs molécules qu'on va utiliser dans le cadre de la chimiothérapie. Cette chimiothérapie, elle peut être utilisée soit seule aussi, ou bien associée à autre thérapie, qui peut être des thérapies ciblées, ou bien hormonothérapie, ou bien à la radiothérapie. Parce que quelques molécules lors des molécules de chimiothérapie, bon, on va pas utiliser là-dessus, parce que ça ne voulait pas baisser. Il y a de l'entraînement par moment, il y a un transcycline, une famille, avec les molécules, c'est les pyrubicine, doxorubicine, il y a l'antimétabolique, soit dans pas de cinquième flux, la capéstabine, les gemstabine, et les sels de platine, la carboplatine, ça c'est les molécules qui sont beaucoup utilisées dans nos contextes. Il y a aussi les sucréphosphamide, la famille de taxane, qui comprend les taxel et puis le paclitaxel. On l'a dit, la chimiothérapie, pour faire la chimiothérapie, il y a des précautions à prendre, pour les personnes vitales, pour mesurer l'état nutritionnel de la maladie. Est-ce que la personne a assez de protéines pour pouvoir supporter la maladie par la chimiothérapie? Parce que les protéines jouent un peu le rôle de transporteur. Ils vont transporter le médicament vers la maladie. Alors, s'il n'y a pas assez de protéines dans l'organisme pour transporter les médicaments vers la maladie, les médicaments vont rester dans le corps à l'état libre. Et avec l'objectif escompté, on n'aura pas, on va pas obtenir l'objectif encore, la toxicité va augmenter parce qu'ils n'auront pas agi. Ils seront libres dans l'organisme. Comme on l'a dit, les médicaments peuvent être toxiques pour le cœur. Il faut faire l'examen du cœur pour savoir à la base sur quel cœur on fonctionne. Est-ce que le cœur est défaillant à la base? Si c'est défaillant, on va faire le choix en fonction de l'état du cœur. Et là, on prend en collaboration avec les cardiologues pour pouvoir prendre une décision ça. Il y a aussi l'état du foie et puis les différents éléments comme le ionogramme, la créa. La créa, c'est pour le rein. Pour voir si le rein fonctionne correctement. Parce que la principale sous-élimination des médicaments, c'est le foie et puis le rein. Alors, si les organes ne sont pas, si forcément l'organe n'est pas correct, il y aura l'accumulation des produits et on aura plus de faits désirables que de bénéfices. La chimiothérapie, elle peut être administrée par voie orale ou bien par voie intraveineuse. Par voie orale, on ne soit pas. On comprime les gélules, on va intraveineuse, c'est les veines avec un risque. Il peut y avoir des risques d'extravasation avec la molécule peut diffuser au long de la veine et puis entre les prélus. Ou bien on peut le faire aussi par la peau d'un champ implantable. Alors, ça, c'est les deux voies parentérales pour l'administration de la chimiothérapie. Ça, c'est la voie périphérique qui est là, sur la main, et puis la champ implantable aussi qui est sur mon écran, à ma gauche. De plus en plus, nous sommes en train d'opter pour la champ implantable parce que il y a trop de toxicité due à l'interaction, toxicité locale due à l'interaction de certaines molécules. Soit les brûlures peuvent évoluer souvent atteindre les tendons, c'est ce qu'on appelle l'ankylose. Le malade a du mal à faire un mouvement d'extension, d'efflexion du membre. C'est vraiment difficile à gérer. Alors, avec la champ implantable, c'est vraiment aisé. Seulement que ici, ce n'est pas vraiment vulgarisé, il y a un coût. Le minimum, c'est 250 000 francs, soit 350 000, mais avec l'assurance, c'est 600 000 francs pour la pause. Alors, moi, sur les complications de la chimiothérapie, il y a, comme on a dit, les complications ne sont pas systématiques. C'est parce que M. X a fait la chimiothérapie qu'il a fait avec la fourmi, que moi aussi, j'ai fait la chimiothérapie avec une molécule qui joue la fourmi. Ce n'est pas systématique. Ça dépend des types de médicaments. Ça dépend des doses, l'association. La réaction individuelle de chaque patient, aussi l'état général du patient. Et voilà pourquoi on tient beaucoup compte de l'état général du patient avant de faire la chimiothérapie. Lorsqu'un patient est capable, est alité de plus de 100% de son temps d'urine au lit, la chimiothérapie, on ne peut pas la faire parce qu'il y a un risque d'asthénie grave qui peut survenir. Alors, effet désirable, effet hématologique comme l'anémie, qui peut la baisse, l'anémie, c'est la baisse des hémoglobines, et la hémoglobine, c'est la baisse des plaquettes, il peut la baisse des globules blancs, les globules blancs sont un peu comme les défenseurs de l'organisme, et lorsqu'ils baissent, alors qu'il n'y a pas de défenseur, alors on soit exposé aux microbes dans l'environnement qui peut les envahir. En général, cela se connaît par la fièvre en général, mais il peut d'abord avoir des fièvres. Et là, c'est une urgence thérapeutique. Lorsqu'il patient doit une baisse de globules blancs, c'est un chimiothérapie qui fait la fièvre, il faut une observation urgente. Il n'y a pas d'autre toxicité digestive à nausée et vomissement, et puis la chute des cheveux qui est réversible à l'arrêt de la chimiothérapie. Il peut y avoir des toxines ingliales, il peut y avoir un aspect noirâtre des ongles,
les plaies dans la bouche, on a dit extravasation vasculaire, c'est-à-dire que le produit peut passer hors des vaisseaux pour aller atteindre la peau, les brûlures de la peau. Il peut avoir aussi des parasiesies, c'est-à-dire que il y a un peu de courant dans les pieds. Ça, c'est beaucoup observé avec les médicaments qu'on appelle le taxanon, le syndrome pied-main, qui est un peu une tuméfaction douloureuse des extrémités, qui est liée à un produit qu'on appelle la capésabine. Il y a aussi le paralytique, qui est un peu une paralysie de l'intestin. C'est beaucoup lié à un produit qu'on appelle la navelbine. Parce que lorsque tu fais ça, le patient vomit, il va faire les selles, il va faire les gaz, son abdomen est ballonné. On a l'impression qu'il a mangé quelque chose qui a obstrué un peu ses anses. Alors c'est lié à ça. Et souvent, il y a l'allergie qui peut être immédiate ou tardive. Toxicité rénale, comme on l'a dit, il y a un médicament qui est toxique pour le rein, toxique pour le cœur. Le médicament toxique pour le rein, il est aussi toxique pour l'oreille. Donc on parle de toute toxicité. Et le plus souvent, ce médicament, c'est ce qu'on appelle le cisplatin. On en a parlé dans la diapo précédente. Alors, un autre traitement, pour le traitement généralisé, c'est l'hormonothérapie, c'est d'empêcher la stimulation des hormones sur les cellules cancéreuses pour stopper le développement. Il y a des cellules cancéreuses qui ont des récepteurs, ils ont besoin d'hormones, c'est naturellement, qui se poussent sur les récepteurs pour favoriser leur croissance. Alors, on donne des substances pour bloquer la source d'hormones, en fait. Une fois bloqué, il faut qu'ils soient privés d'alimentation. Mais c'est pas la seule source d'alimentation qui favorise la croissance des cellules. Il y a d'autres sources. Mais on bloque les récepteurs hormonaux et puis on agit ailleurs. Là aussi, il y a des médicaments qui peuvent être pris par voie orale ou bien soit injectables sur subcutané intramusculaire. Maintenant, ce qu'on fait en subcutané, ça peut être mensuel ou bien trimestriel. C'est ce qu'on appelle le gabapentin ou bien le Zoladex, qui peut être fait soit tous les mois ou bien tous les 3 mois. Alors, les effets de l'hormonothérapie, c'est beaucoup les feux de chaleur et de la gynécomastie aussi chez les hommes qui ont le cancer du sein, souvent. Il y a aussi l'ostéoporose, une fragilisation des os, l'hypersudation, souvent les trous de l'humain. Chez la femme aussi, souvent, il y a un cancer secondaire qui peut survenir au niveau de l'endomètre. Donc, voilà, lorsqu'une patient est sur hormonothérapie à titre de tamoxifen, en plus de Dolvadex, il faut faire de façon à des fréquences peu rapprochées au début et après espacées, ce qu'on appelle une échographie endovaginale, pour essayer pas des lésions au niveau de l'endomètre. Alors, thérapie ciblée, le type c'est de bloquer la croissance ou la propagation de la tumeur en interférant avec l'anomalie moléculaire ou avec des mécanismes qui sont à l'origine du développement ou de la distillation des cellules. C'est-à-dire que les molécules ont souvent des récepteurs qui ont besoin de ces substances pour favoriser la croissance. Tout ça, c'est dans le même sens que l'hormonothérapie. Alors, on met les thérapies ciblées pour bloquer. Exemple, comme dans le cas j'ai expliqué, il y a dit que le cancer, en se développant, il va créer des vaisseaux à partir de l'organisme. Il y a des vaisseaux, de nouveaux vaisseaux, et puis s'approvisionner en nutriments, en oxygène, et puis à différents nutriments pour favoriser sa croissance. Donc, ces nouveaux vaisseaux, pour les fabriquer, il lui faut des facteurs. Les facteurs là, alors nous, on essaie par le biais de thérapie ciblée de bloquer les différents récepteurs pour empêcher que les vaisseaux soient formés. Une fois les vaisseaux sont formés, la source d'approvisionnement en nourriture de la tumeur va diminuer. Donc, par conséquent, elle va maigrir en fait. Elle va maigrir, elle va mourir après. Là aussi, il y a effet secondaire, il peut être aussi pour le cœur, il peut avoir une augmentation de la tension artérielle, il peut avoir des thromboses, il peut avoir aussi des hémorragies. Donc, prenez toutes les précautions avant de mettre ces médicaments parce que dans notre jargon, on dit on veut soigner, on ne veut pas blesser. Alors, l'immunothérapie, ça, c'est la thérapie thérapeutique. Le principe de l'immunothérapie, c'est d'amener l'organisme à lutter contre le cancer. C'est-à-dire que dans le fonctionnement du système immunitaire, l'organisme fonctionne. Mais pour empêcher l'organisme d'être emballé dans son fonctionnement, souvent il y a un système interne au niveau de l'organisme qui va mettre au repos le système immunitaire. Dans le repos militaire, ensuite l'organisme reprend
le fonctionnement normal, on va faire ça aux infections environ, intrinsèques ou bien extrinsèques. Mais l'immunothérapie, c'est quoi? La cellule cancéreuse, les cellules qui sont mises au repos, elle va mettre en place un système, le cancer va mettre en place un système pour maintenir les cellules au repos, dormant pendant longtemps. C'est-à-dire que c'est comme si on appuie sur le frein. On appuie sur le frein pendant longtemps. Donc, mais c'est une agression, l'organisme n'arrive pas à réagir pour dire quoi le cancer. Alors, quel est le principe de l'immunothérapie? C'est d'amener l'organisme, le frein à être levé. Pour que l'organisme réalise qu'il a trop dormi, il faudrait qu'il se lève pour combattre contre la cellule cancéreuse. Voilà un peu le principe de l'immunothérapie. Alors, l'immunothérapie est utilisée dans beaucoup de domaines aussi, dans le cas de l'apprentissage, du sein et autres. À la conclusion, on dirait que les pathologies mammaires sont très fréquentes. Il y a 3 types. Il y a bénignon, les tumeurs borderline, les cellules cancéreuses, qui sont en fait redoutables et ont tendance à se rajeunir parce qu'avant, on voit le cancer à un sujet un âge assez avancé, souvent quand on 10 ans, mais aujourd'hui, à 25 ans, on a un cancer. Le pronostic est favorable lorsque la prise en charge est précoce. Tout l'intérêt des campagnes de sensibilisation, des temps précoces, on n'a pas la famille, on amène les parents au village à venir en ville ou dans les hôpitaux se faire consulter au moins si. Et aussi, un geste facile et important, c'est l'auto-palpation. Il faut quand même s'examiner le sein régulièrement pour pouvoir mettre à l'évidence ce qui est inhabituel. Pour que lorsqu'il c'est un cancer, et que la prise soit précoce, porter un résultat favorable. On peut dire ensemble, nous pouvons sauver des vies. Je vous remercie. Merci, très cher docteur, pour votre intervention et merci d'avoir accepté notre invitation. Maintenant, on va passer à la séance aux questions. Miss Audrey, si je ne me trompe pas, vous pouvez poser votre question. Bonsoir à tous. Merci beaucoup au docteur Marcelin pour cette conférence. En fait, moi, ma question, c'était de savoir, puisqu'on parle beaucoup du cancer du sein, mais je pense que c'est beaucoup attribué aux femmes. Je voudrais savoir si les hommes aussi étaient concernés par le cancer du sein. Puis, est-ce qu'il y a d'autres maladies aussi du sein qui... Alors, on ne m'entend pas? On ne vous entend pas. Je voulais savoir si le cancer du sein pouvait aussi atteindre les hommes aussi pouvaient être atteints du cancer du sein. Miss Audrey, on ne vous entend pas encore. Allô? Allô? Excusez-moi, elle doit sortir pour rentrer. Mais quelqu'un peut répéter sa question. À notre très cher président. Quelqu'un peut répéter sa question. Peut répéter juste sa question. Moi, j'ai compris, hein. J'ai compris la question, quoi. Après, vous voudrez savoir si le cancer du sein atteint aussi les hommes. C'est bien la question? Allô? Allô, je suis de retour. Est-ce qu'on m'entend? Moi, j'ai compris la question. Vous me demandez si le cancer du sein peut toucher les hommes aussi, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Effectivement, le cancer du sein peut toucher les hommes. C'est bien que la proportion est vraiment minimum, avec 1%, le cancer du sein touche aussi les hommes. De façon paradoxale, c'est vraiment très agressif chez les hommes. C'est ce que moi j'ai remarqué. Il y a déjà eu des cas en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a déjà eu des cas? Il y a eu plusieurs cas dans mon service. Moi, j'en ai pris en charge. Ok, merci. Mais comment, ils ont aussi le même moyen de prévention que nous, de se palper, tout ça, comment ça se passe pour eux? Comment on peut... Effectivement, le moyen le plus facile pour les hommes aussi, c'est l'autopalpation en fait. L'autopalpation, mais on peut demander à un homme de faire régulièrement une mammographie, échographie, bon, on ne trouve pas ça utile pour les hommes. Mais un homme, la grande mamelle chez les hommes, elle n'est pas volumineuse comme chez les femmes. Alors, juste toucher le sein constamment, on peut avoir une anomalie qui survient, quoi. C'est rapide de toucher une anomalie. D'accord. Ok, merci bien pour votre réponse. Merci, Sophie. Merci, docteur. Notre président, vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, modératrice. Je suis Ephraim Kofi. Merci, docteur, pour cette conférence. En fait, j'aimerais savoir, vu que l'Octobre Rose, en fait, vise à la sensibilisation du dépistage du cancer du sein, est-ce que un individu lambda, n'ayant pas de connaissances médicales, le but aujourd'hui, c'est de dépister la maladie avant qu'il n'y ait, qu'elle soit vraiment grave, que lorsqu'elle a un stade bénin, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a soit il n'y a presque pas de symptômes, soit les symptômes sont vraiment minimes. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas de connaissances médicales, en vérité, est-ce qu'il peut vraiment, à travers la palpation, détecter une anomalie au niveau d'un sein? Ok, merci beaucoup, monsieur. Effectivement, il prend cet exemple de la terre. Vous avez votre paume. Vous voyez la paume, non? Tous les jours, vous la touchez avec de l'argent, avec le matériel. Mais un matin, vous touchez la paume, vous voyez qu'il y a une anomalie, il y a une différence. Il y a quelque chose qui n'était pas là avant. Vous voyez, non, donc, je pense qu'automatiquement, ça va vous amener à réagir rapidement, à causer rapidement un médecin, en fait. Donc, je pense que c'est possible. C'est possible. C'est pas une affaire de conseil médical. C'est une affaire de constater que ce qui n'était pas là avant et que c'est maintenant. Voilà pourquoi on demande, en général, quand ça survient, il n'y a pas de douleur. Quand ça survient, il n'y a pas de douleur. Alors, on conseille aux gens de toucher constamment leur sein pour voir s'il y a la différence, s'il y a eu survenu de quelque chose qui était là avant, quoi. Et moi, c'est une évidence. Merci beaucoup, docteur. Merci. Je pense que j'ai bien répondu à la question, hein, monsieur. Oui, c'est excellent. Merci beaucoup. Ouais, parce que vous avez une différence là, de peau, où tu la joues. Aujourd'hui, on touche la joue, il n'y a pas de bouton. Du moment où tu la joue, il y a un bouton. Écoute, automatiquement, on réagit, quoi. Mais excusez-moi, là, vous parlez en fait d'une autopalpation, en fait. Oui, quand elle dit qu'il faut toucher constamment le sein, parce que dans le sein des femmes, il y a une boule naturelle. Il y a une masse naturelle qui est là. Et là, on doit aussi apprendre à palper le sein. Parce que tout à l'heure, à la fin de la séance, j'ai montré, j'ai essayé de simuler un peu ça. Si on essaie d'attraper le sein comme une mangue ou comme une boule, on va toujours palper une masse dedans. Mais si on essaie de palper le sein dans la règle de l'art, c'est-à-dire appliquer la glande sur la grille sur les côtes constamment, on saura que le sein est normal. Et si une fois on touche le sein et qu'on touche quelque chose qui n'était pas là avant, ça doit vraiment interpeller en fait. Donc c'est l'examen le plus facile. Et puis pour les personnes qui ont un antécédent de cancer familial ou bien chez les personnes âgées entre 40 et 45 ans, on peut quand même demander une mammographie à partir de 40 ans, 45 ans. Mammographie, on peut demander une mammographie parce qu'il y a des choses qui peuvent échapper à cet âge, à la palpation. Mais je pense qu'avant ça, on peut toucher le sein et puis découvrir quelque chose qui n'était pas là avant. Et puis réagir automatiquement, immédiatement. C'est-à-dire en partant à l'hôpital. D'accord, merci. Monsieur Joko Samuel, vous avez la parole. Ok, merci modératrice pour la parole. Bonsoir à tous, je me prénomme Niaoré Joko Samuel, voilà, étudiant en agro-industrie. Et donc, ma question est à plusieurs volets, mais j'aimerais savoir si on a des données chiffrées, en fait, en termes de taux de mortalité du cancer du sein, précisément en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier volet. Bah, allez-y. Maintenant, le deuxième volet, c'est de savoir, avec toutes ces campagnes de mobilisation, de sensibilisation, autour de la question du cancer du sein, est-ce que les gens viennent se faire vraiment dépister pour savoir s'ils ont un problème ou pas? Ça, c'est le deuxième volet. Le troisième volet, maintenant, c'est de dire, derrière tout ça, quelle est l'éthique, en fait, en niveau, de fait, du dépistage? Parce que je pense que si les gens ne viennent pas, ce qui est une supposition, trop se faire dépister, c'est justement à cause de certains cas de jalousie, toucher les femmes des gens, voilà. Donc, est-ce que ça cause vraiment un problème? Voilà. Donc, ma question a plusieurs volets, mais c'est un peu, en général, ce que je voulais demander.
Je n'ai pas compris le troisième volet. Le troisième volet, pas compris. Le troisième volet, le premier volet, c'est pas au chiffre. Effectivement, les chiffres existent avec aujourd'hui, les chiffres existent en Côte d'Ivoire, le taux de mortalité augmente de plus en plus. Ça augmente. Pourquoi ça augmente? Là, c'est la question. Est-ce qu'avant, parce que les gens ne venaient pas à l'hôpital, après ça augmente? Ou bien parce que la maladie est devenue plus agressive, après ça augmente? Sinon, il y a les chiffres qui existent. On le sait parce que, mais les données ne sont pas. Les données sont gérées au niveau de, qu'on appelle ça, du registre du cancer d'Abidjan. Et parce que nous, on peut le contacter, parce qu'ils font des recueils de données au niveau des différents centres de santé où on gère les cancers, et puis ils essaient de faire de livrer des données statistiques. Les données existent. Il y a les chiffres d'ordinateur, mais ils doivent fouiller pour donner les données de 2021. OK. Le deuxième volet, c'est quoi? Le deuxième volet, c'est quoi? S'il vous plaît, il n'est pas écrit. Le deuxième volet. Monsieur Jokousane, vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît. Le deuxième volet, s'il vous plaît. Oui, le deuxième volet, c'était de savoir déjà, est-ce que, en fait, ici, il y a un respect l'éthique, en fait, au niveau du travail? Parce que je pense que si les gens ne viennent pas se faire dépister, c'est parce que pour certains, la plupart, c'est les femmes. Les maris jaloux n'acceptent pas que les femmes aillent se faire dépister forcément. Voilà. Est-ce que, en fait, on rencontre ces genres de problèmes-là, en Côte d'Ivoire surtout? Bon, honnêtement, moi, dans mon expérience personnelle, on n'a pas eu ce genre de problème. Effectivement, si votre question est bienvenue parce qu'on n'a pas eu dans nos recueils de données, on ne cherche pas à savoir si le mari veut que vous veniez, quand vous venez en retard, est-ce parce que le mari refuse que vous veniez? Effectivement, c'est un aspect de la chose qu'on apprend en compte dans nos études, dans nos recherches ultérieures. Donc, et par rapport à ça, on vous remercie. Mais en général, elle ne pose pas de problème. Parce que les femmes se disent que c'est en Afrique ici, si je suis malade, si je meurs, je vais chercher une femme. Donc, c'est moi d'abord, et puis le reste vient après. Donc, en général, ça ne pose pas de problème. Souvent, même quand elles viennent sans l'accord de leur mari. Le plus souvent. Donc, mais on n'a pas ce problème en fait, on n'a pas ce problème. Aucun, mais souvent on a des époux qui accompagnent les femmes à l'hôpital. Ou bien c'est souvent les maris qui découvrent même la masse dans le sein de les femmes et ils leur disent de partir à l'hôpital se faire soigner. Donc, d'une manière générale, on n'a pas ce problème ici en Afrique. Troisième volet, s'il vous plaît, s'il y en a, si vous souhaitez comprendre par rapport à vos deux questions. Bon, d'accord. Troisième volet, j'ai plutôt changé parce que vous avez déjà répondu. Mais le troisième volet que j'aimerais évoquer ici, c'est en fait la réelle en fait mesure de prévention en fait au cancer de sein. Qu'est-ce qu'on doit faire nous-mêmes pour ne pas qu'il y ait, disons, que ça se développe en fait chez les femmes? Ok, comme on l'a dit là, il n'y a pas de signe spécifique du cancer du sein. Il n'y a pas de signe spécifique du cancer du sein. Lorsque quelque chose survient dans le sein, lorsque les signes, quelque chose d'anormal apparaît dans le sein, soit un écoulement, soit une tache de la peau, soit une masse qui apparaît dans le sein, il faut automatiquement immédiatement consulter à l'hôpital. Mais avant que les signes apparaissent, comme on a dit, dans une logique de détection précoce, il faut surtout examiner constamment le sein. Pour les femmes, en général, je dirais 5 jours, 8 jours après les règles, où les moins sont moins, où les seins sont moins tendus, on s'examine maintenant pour pouvoir identifier s'il y a une anomalie qui existe ou pas. Chez les femmes à partir de 40 ans et 45 ans, en dehors de l'autopalpation, il y a aussi la mammographie qui existe, qui met en évidence des anomalies qui peuvent être perceptibles au niveau des mains. C'est un peu ça. Merci, docteur. Merci, frère. Merci, docteur. Je passe. Monsieur Isaac Dofou, vous avez la parole. Monsieur Isaac Dofou, vous êtes connecté? Ok. Monsieur Jean Eddy, vous pouvez poser votre question.
Allô? Allô, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, docteur. J'espère que vous m'entendez. Très bien. Donc, super. Merci beaucoup de nous édifier et surtout de nous sensibiliser par rapport à cette maladie qui est de plus en plus récurrente. Moi, ma question, bon, elle est un peu marrante, hein, mais c'est Non, allons-y, allons-y. voilà. C'est concernant les mesures de prévention. Voilà, faut dire qu'on entend partout que pour lutter, pour prévenir surtout le cancer du sein, il faut, je vais dire directement, il faut sucer en fait les seins de sa compagne ou bien que les filles se fassent sucer les seins. Donc, ça paraît ironique, c'est marrant et tout ça. Moi, vu que je suis en face là d'un spécialiste, je voudrais que vous nous confirmez cela. Voilà, pour que les filles qui sont actuellement présentes aussi puissent comprendre que c'est vraiment un fait réel. Voilà. Et si c'est pas réellement exact, si c'est pas vrai, faut que aussi vous nous infirmez en fait cette idée-là. Donc c'était un peu ça ma question. Est-ce que c'est vrai ou pas? Merci beaucoup. C'est vraiment une question vraiment qui fait l'objet même de la une, même encore du voir ici dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut se faire sur les seins? Ça passe partout, dans les médias, Facebook, partout. Mais écoute, mais c'est faux. Je dis que c'est faux. Et je m'explique. Quelle est la base? En fait, vous savez, quand une femme fait un enfant et que l'enfant tète, avec le sein de sa maman, les deux seins, alors que quand l'enfant tète régulièrement le sein de sa maman, les deux seins d'ailleurs, l'enfant vide bien les deux seins de sa maman, peut-être 8 fois par jour chaque sein, et la succion va stimuler ce qu'on appelle la sécrétion de la prolactinine. Cette prolactinine, c'est une hormone qui va intervenir dans la fabrication du lait maternel. Et cette prolactinine a un effet contraire, c'est-à-dire qu'il va aller contre l'hormone qui intervient dans le cancer du sein. Comprenez, non? Il y a une hormone, on appelle oestrogène, qui est beaucoup indexée dans la souris du cancer du sein. Et lorsque l'enfant tète le sein de sa maman 8 fois par jour, vide le sein correctement, les deux seins, le fait sucer les seins à cette fréquence va s'ancrer dans la synthèse de la prolactinine. Et cette prolactinine va inhiber l'oestrogène qui intervient dans le cancer du sein. Et l'oestrogène elle-même là intervient aussi dans l'ovulation. Voilà pourquoi on dit que quand une femme allait constamment son enfant, elle ne peut pas tomber en grossesse parce que l'hormone qui va déclencher l'ovulation est inhibée par la prolactinine. Et cette hormone-là aussi, quand l'ovulation, c'est la même hormone qui va intervenir dans le cancer du sein. Alors la question c'est quoi? Est-ce qu'un homme peut têter les seins de sa femme 8 fois par jour en vidant le sein correctement avec les deux seins? S'il peut le faire, en ce moment-là, on dirait oui. Sinon, ce n'est pas la peine. On s'est compris? Oui, mais bon, c'est pas... c'est pas vraiment la réponse que je souhaitais. Mais, d'accord, il n'y a pas de souci. Je vous dis ce que la science dit. Docteur. Un homme ne peut pas vider le sein de sa femme 8 fois par jour. Même si la chômeur, il ne peut pas. Merci beaucoup, docteur. Monsieur Kalis, vous avez la parole. Monsieur Kalis, vous m'attendez, s'il vous plaît. Je vous entends. Il n'y a plus de questions. Passons aux personnes suivantes, s'il vous plaît. Merci. D'accord, désolé. Mademoiselle Alice, vous pouvez poser votre question. Oui, bonsoir à tous. Merci tout d'abord, monsieur Marcéen, pour la conférence. Le message était instructif. S'il vous plaît, j'ai une question par rapport à la prise hormonale sur la ménopause qui est reliée au cancer des seins. J'ai vu sur plusieurs documentaires où on disait le traitement hormonal peut entraîner le cancer des seins. Et il disait que c'est variable. Du coup, je voudrais savoir
sur un échelon, en fait, de 1 à 10, où vous, par rapport aux femmes que vous avez, aux patientes que vous avez l'habitude de côtoyer, qui sont en phase de ménopause, et le traitement qu'elles prennent, si ça a entraîné le cancer du sein chez elles? Non, je dirais que si les gens, les femmes sont en ménopause, si elles prennent un traitement contre la ménopause, c'est bien ça? Oui. Bon, que la proportion est très faible. La proportion de développer cancer du sein en prenant la ménopause est très faible parce que publiquement, elle ne prend pas à vie. Elle prend sur une période bien déterminée. Ok, d'accord. Non, l'impact est très très faible. Ok. Ok, ma deuxième question est la suivante. Que pensez-vous de la reconstruction mammaire après que le sein ait pu être retiré? Quand une femme était au stade de métastase où elle a été forcée de retirer, on a été forcé de retirer le sein. Qu'est-ce que vous pensez de la reconstruction mammaire? Ça peut ramener un autre cancer ou bien pas? En fait, ce n'est pas la notion mammaire qui va envoyer un autre type de cancer, mais au stade de métastase, on peut avoir un contrôle local de la maladie, c'est-à-dire que au stade de métastase, ça dépend des écoles. Ça dépend des écoles. Lorsque, localement, on a contrôlé la maladie, on peut se permettre de mettre la prothèse en précaution mammaire. Ça dépend du point de vue de chacun. Maintenant, une dame dirait que moi, je suis déjà au stade de métastase. Mon objectif actuellement, là, ce n'est pas de faire le yéyé, comme dans guillemets, mais c'est de contrôler ma maladie à distance. Bon, mais c'est au choix. Ça, c'est un point de vue personnel. Sinon, c'est possible, lorsque localement, la maladie est contrôlée, on peut construire le sein. Ok, d'accord. Et ma dernière question, je voulais demander, d'après vous, comment peut-être le suivi d'une personne après que le sein a été retiré? Si le suivi doit être ça doit être annuel ou des mois ou bien, c'est ce que je voudrais savoir. Le suivi, c'est 3 mois. Sur les 6 mois, après, c'est tous les 6 mois pendant 2 ans, après tous les 1 an, après tous les 1 an. Après tous les 1 an, c'est tous les 5 ans maintenant. D'accord, merci beaucoup, M. Martin. Merci, mademoiselle. Monsieur Soro, vous avez la parole. Merci, modératrice, pour la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir, cher docteur. Je suis Donovan Soro, secrétaire général de la Fédération et par ailleurs étudiant en médecine. Je vous remercie déjà pour cette brillante conférence. J'ai 3 questions. Je ne sais pas si je pose les 3 en même temps ou je pars au fur et à mesure. Alors, question par question, on va aller vite. Parce que je suis pris par le temps, je suis dans le bloc, on va aller vite. Ok, d'accord, merci bien. Pour la première question, j'aimerais savoir si la pilule contraceptive est un facteur favorisant. Ok, effectivement, ça favorise lorsque c'est pris sur longue période. Parce qu'en général, la composante, c'est l'oestrogène qui est là qui favorise ça. Sur longue période, oui. Ok, merci. J'aimerais aussi savoir, après une mastectomie, si l'on veut effectuer une chirurgie reconstructrice, est-ce qu'il y a un délai à respecter ou ça peut être systématique? Effectivement, il faut... dans un contexte, il faut s'assurer que la maladie est contrôlée d'abord, sur le local et à distance d'abord, avant de penser à reconstruire. Mais ailleurs, sur ce dossier, ça peut être immédiat. Parce que là, le cancer est découvert à un stade assez précoce. Mais chez nous ici, le malade vient ça 2 3 d'abord, où on a fait d'abord la chimiothérapie pour réduire la taille avant de l'opérer. Je pense que si sont dans ce cas, il faut attendre d'abord. Peut-être si d'abord de contrôler la maladie après la thérapie, et mettre d'abord une surveillance de 1 à 2 ans comme ça, 1 an comme ça, avant de passer à reconstruire le sein. Sinon, à un stade assez précoce, T1 comme ça, je pense qu'on peut quand même se permettre de reconstruire le sein. Ok, merci bien, docteur. La dernière question, c'est de savoir si le fait d'avoir une densité mammaire importante est un risque pour développer le cancer du sein. Non. Pas du tout. Ok, non. Merci bien. Merci. Merci, M. Soro. Mademoiselle Dominique, vous avez la parole. Merci, modérateur, sur la prise de parole. Bonsoir,
Docteur Merci Voilà. pour cette belle conférence. J'ai 2 questions. La première, La première question, ça concerne le fonctionnement de l'arbre hormonal féminin est sujet de variations classiques pardon? de 20 jours en moyenne. De 20 jours D'accord. en moyenne, en fait. Il y a une modification. Y a une période spécifique qui doit ne pas laisser. Il y a quoi une période pour voir, pour examiner le sein? Voilà. Plus que autre chose. Là, les hormones de la femme ont un cycle qui varie au fait. Donc, en fonction de ça, est-ce qu'il y a une période spécifique pour palper les signes? Effectivement, il faut palper les seins à distance des menstrues parce que lors de la période menstruelle comme ça, il y a une rétention de l'eau due à l'ostrogène dans le sein qui fait que le sein est tendu. C'est comme s'il y a on met de l'eau dans un ballon. Donc, s'il y a une anomalie qui se fait dans le ballon, on ne peut pas percevoir l'anomalie. Alors, il faut que le ballon soit un peu face d'abord, c'est-à-dire qu'à distance des menstrues, entre 8 et 10 jours comme ça, après les menstrues, on va palper le sein. Là, s'il y a une anomalie, on pourra percevoir ça facilement. Ah, ok, merci. La deuxième question, c'est à quel rythme de fréquence il est conseillé de nous palper les seins et surtout de faire l'échographie? Tout le mois. Tout le mois. À quel rythme de fréquence est-il conseillé de nous palper les seins et surtout de faire l'échographie? Non, l'échographie, pas tout le mois, mais palper les seins, c'est tout le mois, je dirais. Ah, ok, merci beaucoup. Après menstruer, le mois, c'est tout le mois. Menstruer, mois. D'accord, merci beaucoup. Merci, mademoiselle. Monsieur Isaac Dokfou, vous voulez prendre la parole? Ok, monsieur Jean Eddy, si vous n'avez pas de questions, baissez la main, s'il vous plaît. Merci. On va aller vite. On va au bloc. Monsieur Jean Eddy, nous vous écoutons. Non, excusez-moi, je n'avais pas levé la main. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas de questions, nous allons laisser le docteur évader à ses expressions. Dans le bloc. S'il n'y a pas de questions, pas de questions. S'il y a des questions, je vais après, parce que le docteur, qu'on appelle le docteur D, elle a mon numéro, elle peut communiquer mon numéro, m'écrire sur WhatsApp, et puis après, on va essayer de répondre à vos questions. D'accord. Je pense qu'il n'y a plus de questions, très cher docteur. Merci beaucoup pour votre intervention. Vraiment, ça a été un plaisir de vous recevoir. Et on va donner la parole au président pour le mot de fin. Ah oui, modératrice, bon, on aurait pu libérer le docteur vu qu'il doit aller vaquer ses occupations. En tout cas, docteur, vraiment, en tant que président de la Fédération des étudiants stagiaires ivoiriens en Europe de l'Est, je vous dis merci pour cette très belle conférence, même si, à travers les informations, on a été un peu déçus du fait que sucer les seins n'est pas méthode de prévention. On va vous remercier et puis espérer que vous passez une bonne soirée. On espère que tout le monde a passé une belle conférence et merci beaucoup. À nous revoir très bientôt. Merci beaucoup. Pour moi, c'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Je pense qu'avec Docteur 2, on va essayer de programmer encore une autre rencontre pour débattre sur un autre sujet. On peut revenir sur le sein encore aussi. Certains parmi vous n'ont pas été satisfaits des réponses. Je pense qu'on peut programmer ça. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été satisfaits des réponses? On peut toujours me relancer encore. Hein. Ça, c'est tous les garçons. Hein. C'est tous les garçons. Nous sommes satisfaits. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup pour tout. Vive la CDG. Merci. Mais, s'il vous plaît, ne quittez pas la réunion. S'il vous plaît, on va libérer le docteur. Il y a le concert de notre très cher frère ivoirien qui va venir bientôt. En Russie, monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Debla, notre artiste, voilà. Donc, ça ferait plaisir que vous venez payer votre ticket et on va passer un bon concert, disons. Un bon concert. Merci, docteur. Non, merci, docteur. Merci. Donc, on se dit à la prochaine réunion. Au revoir à tout un chacun. Non, faut te calmer. Il ne peut pas Faut te calmer.
Les docteurs, les riches, ils vont plus donner ça aux gens. Hein. Ils vont plus donner ça aux gens. Il dit, attends. Oui. J'ai vu ton message, mais je vais Titi. quand même. Titi, faut te calmer. Il dit, qui a envoyé médecin là? Tout ce qu'il a dit là, c'est vrai, mais il y a une partie là, moi, ma grand-mère, la partie de succès sain là. Partie de succès sain là. Là, quand même, on va beaucoup débattre. Parce qu'il ne dit pas la vérité. D'accord, dis d'accord. Moi, mais voilà, il ne dit pas la vérité. Moi, mais je suis très d'accord même. Moi, mais je suis très d'accord. Cette partie, il n'a pas bien étudié. Il n'a pas bien expliqué. Maintenant, le truc, c'est que la partie, la manqué, c'est cool, essayer d'ajuster. Bon, ça, on comprend. Donc, pour le truc, c'est-à-dire pour la partie des palpations et autres, là, en tant que secrétaire de l'organisation adjoint de la fédération, je dois toujours préciser le président dans ses voyages. Donc, je suis un peu comme le chargé de mission. Je viens à Kazan, on va essayer de parler. Mais tu peux pas. Attends, donc, cher monsieur Alex Ocon, donc vous voulez faire les tests sur moi si je comprends bien. C'est pas ce qu'il a dit. Non, attends. Il a dit, attends, elle a posé une question. Tu veux qu'elle réponde? Oui, je demande au fait, parce que je n'ai pas bien capté la question. Président. En tant que président, il dit que la petite partie là sera coupée au montage. On dit que tu es chômeur, tu peux pas. Vous n'avez pas entendu. Président, forcément. On va couper ça au montage. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, président.